êtes-vous déjà retrouvé devant une œuvre bizarre? Enfin, si c'est une œuvre contemporaine, ça compte pas. Bon, vraiment, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé devant une œuvre bizarre qui vous a dérangé, voire fasciné? Et si je vous disais que ça existe depuis plusieurs siècles, et qu'encore aujourd'hui, certaines significations nous échappent? Et si j'arrêtais de poser des questions? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur l'art, c'est pas si compliqué. Et quel meilleur titre que pour notre sujet d'aujourd'hui, qui va se porter justement sur un art qui paraît compliqué, même pour ses historiens. Bizarri Pictura, nous allons aujourd'hui étudier 5 artistes, et ce, depuis la Renaissance, qui nous a livré des visions bien étranges de ce qu'est notre monde. La liste est, comme d'habitude, non exhaustive, blablabla, sachant qu'en plus je me suis limitée à la peinture et à d'autres époques que l'art contemporain, car bien évidemment, ce cher ami que vous commencez à bien connaître a un répertoire long comme mon bras de sculptures et de performances plus que chelou. Surtout celle-là. Nous allons commencer par Jérôme Bosch, artiste qui m'a toujours totalement fasciné car quand j'avais vu ses œuvres la première fois, je me disais qu'elles étaient hyper récentes. Eh bien que nenni mes amis, ce n'est pas un pote des surréalistes mais bien un peintre du XVIe siècle. Au même moment, on peignait ça. Mais Bosch n'est pas un marginal car il fait partie des primitifs flamands, au même titre que Van Eyck dont je vous parlais dans ma vidéo sur l'amour. Pourquoi sa peinture est donc si étrange? Eh bien quand on regarde le Jardin des Délices, son œuvre la plus connue, à première vue, elle n'a pas l'air d'être si étrange que ça, puisque si vous avez déjà vu des peintures du Moyen-Âge, ça y ressemble fortement dans la facture. Et en plus, elle est en forme de triptyque, qui est un tableau formé d'une partie centrale et de 2 panneaux latéraux, très prisés pour les peintures religieuses. Mais regardez un peu plus près ce Jardin des Délices. Pour moi, le Jardin des Délices, c'est le paradis, hein. C'est Adam et Ève qui sont contents de bouffer une pomme, ou se font virer du jardin par un dieu pas content. Mais ça, c'est des bâtiments chelous. Ça, c'est un mec dans une plante sphérique où il regarde par un tuyau en plastique. Ça, c'est un oiseau géant qui drague un mec. Ça, c'est un oiseau humain bleu qui bouffe un autre humain. Ça, c'est des blacks alors qu'on a la Renaissance. Ça, c'est des oreilles géantes transpercées par un couteau. Et ça, putain, c'est un mec qui porte un plateau sur la tête avec une cornemuse dessus et avec des mecs qui sortent de son postérieur. Et je parle pas des cochons habillés comme des sœurs, des hiboux geishas, des moules géantes ou des lapins qui jouent de la musique. On dirait un mélange bizarre entre Alice au Pays des Merveilles, un film indépendant russe et un mec qui aurait consommé trop de drogue. Alors ok, on retrouve quand même Adam et Ève accompagnés de Dieu sur le panneau latéral gauche, mais sinon... Jérôme, qu'est-ce que tu as foutu? Bon, ce tableau est juste inexplicable, hein. Vous vous attendiez peut-être à une analyse de ma part qui semble être la plus... on va dire la plus correcte, hein. Mais là, il est impossible de vous livrer une interprétation qui semble plutôt objective pour les historiens, donc ce sera seulement une interprétation partielle et personnelle, puisqu'en fait, on ne sait pas pourquoi, comment, ni pour qui le peintre a réalisé cette œuvre. Qu'a-t-il voulu montrer? Est-ce un élan d'imagination qui l'y a poussé? Une pensée sur sa propre mortalité en serait-elle à l'origine? Car oui, Bosch est mort en 1516, soit une dizaine d'années après l'exécution de ce triptyque, ce qui suggère qu'il était à la fin de sa vie. Entre un paradis tel que l'on voit d'habitude, Jérôme Bosch nous livre dans tous les cas une image très étonnante et surprenante de la manière dont il voit l'enfer, où les monstres classiques tels que serpents, démons et monstres du Léviathan sont abandonnés au profit de monstres bien plus terrifiants car connus de notre monde. Le lapin humanisé, le cochon religieux, les oreilles humaines monstrueuses, les objets immenses et vivants, et l'homme devenu chose monstrueuse et gigantesque. Et il en est de même que le Jardin des Délices, qui n'a pas l'air si délicieux que ça, malgré son aspect très joyeux et naïf avec toute cette nudité. Des choses très bizarres s'immiscent, comme la récurrence des tuyaux, des oiseaux immenses, ou bien de ces bâtiments qui paraissent vivants. Chez Bosch, les objets et les animaux reprennent le contrôle, tandis que l'homme en est la victime, preuve de son péché. Un bien étrange peintre qu'est Jérôme Bosch, mais dont l'imagination va inspirer de nombreux artistes surréalistes. Des gens comme Dali vont le considérer comme père de ce mouvement, et Sergei Tchoukanov, bien que né en Europe de l'Est en 1955, va reprendre l'esthétique et les représentations étranges du peintre flamand. Bien, puisque nous avons commencé par du lourd avec un artiste connu de pas mal de passionnés d'art et autres curieux, continuons avec un artiste pas du tout connu mais tout aussi chelou, Odilon Redon. Alors, cet artiste a vécu au XIXe siècle et a fait partie des symbolistes. Alors, le symbolisme est un courant qui présente des symboles, mais qui aussi et surtout prennent ces symboles d'un univers poétique, fantasmagorique et mythique, puisqu'ils aiment particulièrement ces thèmes.
Leurs peintures reviennent à des messages simples tels que l'union avec la nature, comme l'avait fait le romantisme, mais aussi une plus grande liberté imaginative dans un monde qui leur paraît trop industrialisé. Et comme vous vous en êtes douté, Redon fait partie de cette catégorie, dépassant même tous ses contemporains à ce niveau-là. Si vous aimez l'univers burtonien par exemple, c'est un peu le même style, ou si vous connaissez l'adaptation au cinéma des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, qui est putain de bien, vous allez forcément être intrigué par l'univers de Redon, ovni de son temps à l'image de Bosch. Et vous remarquerez qu'ils ont d'ailleurs toujours des noms chelous. Il est particulièrement connu pour son hommage à Edgar Allan Poe, qui est quant à lui un auteur tout aussi sombre et bizarre dans ses œuvres, donc il correspond bien à notre artiste. Ses thèmes de prédilection tournent autour de la littérature, puisqu'il s'est aussi consacré à Baudelaire. Il aime les yeux, les araignées humanisées, les visages aux expressions énigmatiques et la réinvention du thème religieux. Tout cela se regroupe dans sa série Noir, qui n'est pas un hommage aux esclaves, mais plutôt une appellation permettant de désigner ses œuvres de pastel et d'huile, toujours dans les tons noir et blanc. Son hommage à Goya, un peintre donc cette fois, est un bel exemple de son univers qui représente une plante inventée à l'allure de muguet qui donne naissance à la tête d'un humain au visage vieilli et au regard triste, accompagné de boutons de fleurs qui veulent elles aussi faire fleurir des humains puisqu'on peut y apercevoir des yeux. Oui, c'est chelou, y a pas à dire. Mais si ce n'était pas le cas, je ne mettrais pas dans mon épisode. Mais oui, c'est vrai que c'est chelou, mais lorsque l'on s'intéresse aux œuvres de Goya, ces dernières sont très torturées, avec une facture très violente, rendant compte d'expressions caricaturales, presque effrayantes, comme avec deux vieillards mangeant de la soupe. Odilon Redon semble juste être un passionné de tous ces artistes à qui il rend hommage dans ses œuvres, où l'on y voit son propre style et toute l'imagerie qu'il s'est façonnée en rapport à Poe, à Goya ou à d'autres, et tout ça pour échapper à une fin de siècle qui fait peur à ses symbolistes. Je ne pouvais pas parler d'artistes bizarres sans en mentionner le plus grand, le plus connu et le plus emblématique de tous, Salvador Dali. Ah, Dali, ignoré par les uns, adoré par les autres, incompris pour beaucoup, c'est vraiment l'artiste touche à tout, que ce soit peinture, sculpture, dessin, photo ou cinéma. Je pourrais consacrer un épisode entier sur lui, mais je pense sincèrement que ça pourrait être chiant. Oui, je suis honnête avec moi-même. Il n'empêche que le gars a développé tout un pan de ce que deviendra le surréalisme, que même son créateur, André Breton, n'a pas pu surpasser en créativité. Dali, c'est la source de toute une imagerie devenue populaire aujourd'hui, alors que pourtant totalement bizarre. Tout simplement parce que Dali, il parle des rêves. Il s'est notamment intéressé à la psychanalyse de Freud, vous savez, celui qui voit tout comme la source d'un refoulement oedipien et libidinal. Refoulement oedipien et libidinal? Non, c'est pas vrai. Très bien. L'homme porte son choix sur sa mère et sa sœur, la femme sur son père et son frère. Le rêve de Notre-Dame quinquagénaire est également incestueux, sa libido était incontestablement dirigée sur son fils. Des convoitises que nous croyons étrangères à la nature humaine se montrent suffisamment fortes pour provoquer des rêves. Ok, j'ai rien dit. Bref, Dali était malgré tout intéressé par toutes les recherches développées par Freud où ce dernier est le premier à vouloir les interpréter, pour en détecter le mal-être d'une personne, ce qui constitue un pan de la psychanalyse que les chercheurs ont tenté d'étoffer. Vous savez, comme quand votre psy veut que vous parliez de vos rêves et que ça tourne assez mal au niveau de leur interprétation. Bon, ça vous fait penser à quoi? Éléphant, arrosoir... Ah, ça va, vous allez pas commencer à foutre du cul partout, là, hein? Faudrait peut-être vous réveiller, là, et commencer à faire le deuil de Papy Freud. Ça va, hein, j'ai pas Alzheimer non plus, hein. Je commence à comprendre le truc, hein. À chaque fois que je vous parle d'un éléphant, vous me ramenez ça systématiquement à la bite de mon père. Dali, lui, a voulu remplacer la séance chez le psy par une peinture qui représente ce monde du rêve et de ce qu'on appelle l'inconscient, qui, pour résumer, est ce que désigne Freud comme la partie cachée de notre esprit qui, comme son nom l'indique, n'est pas atteint par la conscience et refoule des envies, des pulsions et des mal-être. Et cette inconscience s'exprime à travers les rêves. Et les surréalistes, ils aiment bien ça. Et c'est pour ça que leurs œuvres sont si étranges. Par exemple, ce tableau, au titre absolument interminable, Rêve causé par la piqûre d'une abeille volant autour d'une pomme condamne une seconde avant l'éveil, représente tout simplement le rêve de sa femme, Gaïa, qui a une phobie des piqûres d'insectes. On y voit des éléments de plus en plus agressifs, du simple poisson au tigre et enfin la baïonnette qui provoque la piqûre. Signature d'Alien, l'éléphant aux grandes pattes se dresse en arrière-plan pour nous rappeler que nous sommes bien dans un rêve. Bref, Dali a des peintures étranges mais qui peuvent au moins être expliquées par leur signification psychanalytique et psychologique. Et que comme un « ta gueule c'est magique » dans le cinéma, pour Dali ce serait plutôt un « ta gueule c'est un rêve ». Pratique. Mais ce qui est bizarre et intéressant à la fois, c'est toute la réinvention que le peintre propose. Par exemple, il adore jouer sur les reflets, comme avec ces signes reflétants des éléphants, qui laissent apercevoir une toute autre vision de sa peinture par un simple jeu sur l'eau. Pour ces crucifixions, qui d'habitude sont toujours de face, on retrouve cette fois un Christ dans un point de vue bien inhabituel, vu de haut,
ou vue du bas, ce qui renouvelle totalement l'image que l'on porte à cette représentation religieuse qui est toujours de face. Bref, ce sont des peintures assez diverses et fascinantes à étudier et incontestablement nouvelles dans leur point de vue. Et ce sera aussi le cas pour l'artiste dont nous allons parler maintenant, Francis Bacon. Outre le fait qu'il est le nom d'une charcuterie, vous en avez sûrement entendu parler, soit parce que vous avez vu la vidéo de Lynn sur la peur et qui explique très bien cet artiste, soit parce que vous êtes intéressé par l'art et avez su que ses œuvres se vendaient le mieux, comme une peinture à 14 millions de dollars. À peu près, hein. C'est le peintre majeur de la période de la deuxième moitié du XXe siècle, par ses peintures torturées et étranges qui dérangent le spectateur. Bacon est spécialiste des couleurs franches telles que le rouge ou le jaune qui agressent notre regard, ou bien des corps et des visages déformés, manipulés dans tous les sens, ou encore ces nouvelles compositions de portraits célèbres comme celui d'Innocent X où le visage est effacé. Le rouge a laissé place au bleu, une couleur froide et cadavérique, et son corps tout entier est enfermé dans un siège qui le cloisonne. Quand on met l'original de Velázquez face à celui de Bacon, on a l'impression que ce dernier représente comme une autre réalité, un univers parallèle où le pape semble maudit et crie à l'aide dans le cadre pictural qui lui est imposé. Bacon, c'est pas la franche rigolade, hein, c'est sûr, mais c'est aussi parce qu'il a vécu des trucs pas très chouettes. C'est pour ça que je vais plutôt parler de ses portraits de George Dyer, qui était son amant et s'est suicidé en 1971, un vrai drame pour le peintre. Posant de nombreuses fois pour lui, le peintre l'a souvent déformé, défiguré, peut-être représentatif aussi d'un état d'esprit qui le mènera en fait à la mort. Dans son George Dyer au miroir, on voit ce dernier qui regarde son visage fracturé et qui lui échappe dans son reflet, reprenant ainsi cette idée de signification parallèle dont je parlais à l'instant. Son amant est toujours représenté en portrait dans des endroits clos, vides, où il est assis au centre, et même parfois enfermé dans ce nouveau cadre qu'affectionne Bacon. Bien sûr, le peintre représentera le suicide de son modèle et amant dans un triptyque qu'il peigna en 1973, qui représente 3 scènes faisant référence au suicide de Dyer par overdose de pilules dans sa chambre d'hôtel. Cette peinture, comme exorcisme de son mal, sera la première de toute une série qu'il réalise pour se consoler de cette disparition. C'est bon? Vous êtes totalement démoralisé? Bien! Ne vous inquiétez pas, on va revenir à des œuvres totalement Paris. Alors, petite devinette, que donnerait un mélange entre de la nature morte, de la peinture flamande, le cinéma de Cronenberg, des tatouages et des bonbons Haribo? Eh bien ça! Vous trouvez ça dérangeant? Oh, mais pas du tout! Bande de petites natures! Eh bien, ces peintures, pour le coup putain bizarres, sont l'œuvre de Christian Rex Van Minen, qui a un nom super classe, ou dit en passant. Né aux États-Unis, ce peintre a réussi à mélanger tous les univers possibles pour en faire une sorte de boulgi-boulga pictural, avec un contraste saisissant entre le côté traditionnel du buste, de ses figures, et ce côté totalement bizarre et barré où les zombies de The Last of Us côtoient de la gélatine et du tatouage à tout va. Tout cela dans le seul but de rendre quelque chose de contradictoire entre le sérieux et l'absurde, le psychédélisme et la raison, comme si ces figures avaient conscience de leur aspect extraterrestre et étaient fiers de le montrer en posant pour le peintre. Tout cet univers, mélange entre de la culture populaire et des peintures flamandes, ressemble étrangement aux peintures de notre cher Jérôme Bosch, où les choses prennent vie dans des contextes semblant inappropriés au départ. Des portraits tout à fait classiques pour Van Minen et un paradis si sacré à l'époque de Bosch. Et voilà, la boucle est bouclée. Qu'est-ce que tu dis de ça? Bref, on remarque que l'art peut aussi s'éloigner des sentiers battus en y représentant des choses étranges qui mènent le spectateur à être décontenancé, fasciné, dérangé. C'est une autre manière pour l'artiste de faire réagir son public en laissant libre cours à son imagination et en retournant les conventions établies dans la représentation picturale. Dans l'art contemporain, bien évidemment, le but est de briser les conventions qui avaient déjà été établies jusqu'alors et les œuvres d'art bizarres fusent aujourd'hui. Mais comme je l'avais dit dans mon premier épisode, l'art contemporain aura bien évidemment un jour droit à son épisode. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu ou au moins intéressé, même si les œuvres ne vous ont pas plu, ce que je peux totalement comprendre. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager pour aider la chaîne et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et le moment pub est fini, vous êtes libre de partir. Non, attendez, faut aussi dire aux tipeurs qu'un message les attend dans leur boîte mail Tipeee pour les contreparties. Si vous les voulez, bien évidemment. Bon, maintenant, allez-y, hein, c'est bon. Non, je déconne, allez-y.